Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 23 février, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de ce week-end. Et nous on est parti comme chaque dimanche pour décortiquer l'actualité économique mondiale. Et pour la première actualité, on reste en France où il sera bientôt plus simple de toucher la prime d'activité et le RSA. En fait, à partir de mars, la caisse d'allocation familiale va pré-remplir les déclarations de ressources des allocataires. Un système dit de solidarité à la source qui vise donc à leur faciliter la vie et à éviter les erreurs qui se soldent par des recouvrements. Alors plus précisément pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, il était encore nécessaire de déclarer en ligne tous les 3 mois leurs ressources trimestrielles perçues afin de pouvoir continuer ou non à toucher ces aides sociales. Cette démarche d'autodéclaration pouvait non seulement empêcher des personnes éligibles à ces aides de les demander, mais ouvrait également la voie à des fraudes estimées à plusieurs milliards d'euros. Désormais, la CAF est en mesure de récupérer une grande partie des informations nécessaires en croisant des bases de données sur les salaires, les allocations chômage, etc. Plus globalement, ce nouveau système a un double objectif. Le premier est de limiter le taux de non-recours des allocataires, estimé à 34% par trimestre pour les potentiels bénéficiaires du RSA. Un système qui devrait donc permettre à celles et ceux qui ne profitent pas encore de leurs droits au RSA ou à la prime d'activité d'y avoir accès, alors qu'ils remplissent les conditions attributives. Par ailleurs, le deuxième objectif est de limiter les versements d'indus qui sont estimés à 25% des 11,4 milliards d'euros versés annuellement à 1,9 million d'allocataires du RSA et représentent 17% des 9,6 milliards versés aux 4,5 millions de bénéficiaires de la prime d'activité. Le nouveau système devrait donc éviter de verser de l'argent à ceux qui n'y ont pas droit et évitera les situations où les allocataires se retrouvent avec des dettes vis-à-vis de la CAF. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse au budget 2025 de la sécurité sociale qui a été définitivement adopté la semaine dernière et on y regarde les principales mesures à retenir. Tout d'abord, le texte prévoit une hausse des dépenses d'assurance maladie de 3,4% contre 2,8% initialement prévu, dont une rallonge de 1 milliard d'euros pour les hôpitaux, ce qui aboutit donc à un montant total de 265,9 milliards d'euros pour 2025, soit 9 milliards de plus que l'année dernière. Le déficit de la sécurité sociale est estimé entre 22 et 23 milliards d'euros pour cette année 2025. Pour satisfaire les différents camps politiques, le gouvernement a dû renoncer à une hausse des tickets modérateurs, qui est en fait le reste à charge du patient après le remboursement de l'assurance maladie, accepter de revoir à la baisse les efforts demandés aux entreprises concernant les exonérations de cotisations sociales et faire le deuil de la désindexation des retraites sur l'inflation. D'un autre côté, la taxe sur les boissons sucrées est conservée avec un nouveau barème de taxation en fonction de la teneur en sucre dans les boissons sucrées, ce qui permettrait donc de rapporter 800 millions d'euros dans les caisses de l'État. Pareil du côté du transport sanitaire, le tarif conventionné est abaissé afin de réaliser 300 millions d'euros d'économies dans les 2 prochaines années et d'autres décrets sont attendus, comme la taxe lapin. Celle-ci vise en fait à sanctionner financièrement les personnes prenant un rendez-vous médical sans l'honorer ensuite. Un décret sur la hausse de la taxation sur les complémentaires santé est attendu pour que celle-ci restitue le trop perçu lié à leur augmentation tarifaire, estimée à plus 6% en moyenne en 2025 selon la Mutualité française. En fait, le gouvernement estime que ces tarifs sont trop élevés, notamment car la baisse des remboursements des consultations et des médicaments qui avait été envisagée par le gouvernement de Michel Barnier a finalement été abandonnée. Pour la troisième actualité, on s'envole aux États-Unis où Donald Trump a encore annoncé une nouvelle salve de droits de douane. En fait, à partir du 2 avril prochain, le 47e président des États-Unis a annoncé qu'il prévoyait d'appliquer des droits de douane de près de 25% sur les automobiles importées aux États-Unis et d'au moins du même niveau sur les semi-conducteurs ainsi que sur le secteur pharmaceutique. Pour les entreprises de ces secteurs, Trump a tout de même annoncé vouloir leur donner du temps afin de développer des usines et des entreprises directement sur le sol américain afin d'éviter qu'ils aient des droits de douane. Une stratégie de la carotte et du bâton parfaitement manœuvrée, mais dont les conséquences politico-économiques sont encore difficiles à appréhender. De nouveaux droits de douane qui viennent donc se juxtaposer à ceux de 25% sur l'acier et l'aluminium, des 10% sur les marchandises en provenance de la Chine, tandis qu'un tarif de 25% sur le Mexique et le Canada a été reporté jusqu'au début du mois de mars. Le président américain s'est également satisfait d'avoir vu l'Union européenne, je cite, réduire leurs droits de douane sur les voitures au même niveau que nous. L'UE avait dit
10% de taxes sur les voitures et ils sont désormais à 2,5%, ce qui est exactement le même niveau que nous. Si tout le monde fait cela, alors nous jouerons avec les mêmes règles du jeu, a déclaré Trump lors d'une conférence de presse. Le président des États-Unis a également rappelé, je cite, « L'UE est très injuste avec les États-Unis, ils n'achètent pas nos voitures, nos produits agricoles, ils n'achètent quasiment rien. » Et très concrètement, selon les données du département du commerce, le déficit commercial des États-Unis en biens vis-à-vis de l'Union européenne était de 235 milliards de dollars en 2024. Pour la quatrième actualité, on revient en France où à partir du 1er avril, les arrêts maladie seront moins bien remboursés par la sécurité sociale. Alors dans un peu plus d'un mois, le plafond des indemnités journalières versées par la Sécu va être abaissé de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC. Et pour rappel, lorsqu'un salarié est en arrêt maladie, la sécurité sociale couvre 50% de son salaire et l'employeur prend généralement en charge le reste pour garantir un maintien de rémunération à hauteur de 90% minimum. Mais avec ce nouveau plafonnement, l'addition risque d'être plus salée pour les entreprises et pour certains salariés. Car aujourd'hui, la sécurité sociale indemnise au maximum 53,31 € par jour pour les salaires jusqu'à 1,8 SMIC, mais dès avril prochain, ce montant tombera à 41,47 €. Une baisse de plus de 20% qui va logiquement alourdir la facture des employeurs, contraints de compenser davantage via le complément de salaire. Une compensation qui est d'ailleurs soumise à certaines règles, la première étant d'avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et envoyer un certificat médical dans un délai de 48 heures. Ensuite, la compensation dépend de l'ancienneté. Entre 1 et 5 ans dans l'entreprise, le maintien du salaire est assuré pendant 60 jours, 30 jours indemnisés à hauteur de 90% de la rémunération, puis 30 jours à 66,6%. Et pour les travailleurs qui n'ont pas le droit à ce coup de pouce de leur entreprise, ils devront se contenter d'une indemnisation revue à la baisse, sans filet de sécurité. De son côté, le gouvernement assume pleinement ce choix budgétaire. Selon les prévisions établies dans le budget de la Sécu, cette mesure devrait ainsi rapporter entre 400 et 600 millions d'euros. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à une annonce du président Emmanuel Macron, étant donné qu'il n'exclut pas de mobiliser l'épargne des Français pour financer l'industrie de la défense. En fait, le chef de l'État l'a affirmé ce jeudi sur les réseaux sociaux, je cite, « On entre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française et la République, en insistant sur l'idée qu'un produit d'épargne destiné à financer certains programmes de défense serait une très bonne idée. » À la question de savoir si la France doit consacrer plus de 2% du PIB national à la défense, notamment dans le cadre de la volonté de Trump de voir les pays de l'OTAN passer à 5% du PIB pour la défense, Macron a répondu, je cite, « Je ne sais pas si 5% est le bon chiffre pour la France, mais en tout cas, il va falloir monter. » Pour ce qui est de la mobilisation de l'épargne des Français pour la défense, rien de concret n'a été mentionné. En revanche, l'année dernière, le sujet avait été débattu à l'Assemblée nationale. Concrètement, l'idée était d'ajouter à l'époque les entreprises, notamment petites et moyennes, de l'industrie de défense française au secteur déjà financé par les banques via les livrets A et LDDS. Car aujourd'hui, près de 60% des 600 milliards d'euros placés sur les livrets A et LDDS des Français sont dédiés au logement social via la Caisse des dépôts et consignations. Une partie du reste des 40% est investie par les établissements bancaires auprès de PME, mais aussi dans des projets en lien avec la transition énergétique ou l'économie sociale et solidaire. L'idée à l'époque était de réfléchir une partie de ces 40% pour financer l'industrie de la défense française. Alors rien n'indique que cette mesure va revenir sur la table des politiques cette fois-ci, mais si c'est le cas, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci beaucoup et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.